Generation Champion vous est présenté par Mr. Pickwick's Pub depuis 1969. So very fun. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Champion. On vous en rappelle le principe, Génération Champion, eh bien c'est l'occasion justement de découvrir un champion actuel ou ancien avec à ses côtés un jeune sportif talentueux et on l'espère en tout cas prometteur. Tout cela accompagné de quelques invités, vous le verrez du reste tout au long de cette émission, des invités prestigieux. On va commencer cette émission aujourd'hui qui est consacrée au judo, un sport de combat. Avec nous un digne représentant de la discipline. On s'en rappelle, il a été champion, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin. C'était en 2008. Le Vaudois Sergueï Ashwandon est l'invité principal de cette émission, en compagnie dans un instant du jeune Luka Papa. Sergueï, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait le petit déplacement, mais c'est un déplacement quand même de Lausanne, on va le rappeler. Vous êtes justement lausannois, vous êtes médaille de bronze aux Jeux en 2008, c'était, on s'en rappelle bien, à Pékin. Vous avez 37 ans, vous êtes né à Berne, pour la petite histoire. 2 fois champion d'Europe, ça passe presque un peu inaperçu au milieu de ce titre, plutôt de cette 3e place. Décidément, je veux absolument vous attribuer le titre depuis le début, vous avez remarqué. Je vais essayer de me calmer. Donc en 2000 et 2003, vice-champion du monde aussi à 2003 à Osaka. Là, c'était carrément dans le pays même du judo, au Japon. Et puis alors là, c'est encore plus anecdotique, c'est 8 titres de champion de Suisse, 6e dan, ça c'est juste comme ça pour la cerise sur le gâteau, pour être un peu complet. Sergueï, 37 ans, le moment de regarder un petit peu dans le rétroviseur. On parle évidemment beaucoup de cette médaille de bronze olympique. Est-ce que, justement, à vos yeux, c'est ce qu'il y a eu de plus important dans votre carrière ? D'un point de vue visuel, oui, je crois que c'est la médaille qui était la plus importante. C'est la médaille qui m'a permis d'avoir une reconnaissance du grand public. Donc c'est vrai que ça fait toujours du bien. Maintenant, je crois qu'au niveau de la performance sportive, bien entendu, il n'y a pas que cette médaille olympique. Il y a plein d'autres médailles que vous avez citées, mais également des médailles obtenues à des grands tournois de Coupe du Monde, grands chelems qu'on appelle maintenant aujourd'hui comme ça. Donc je crois qu'il y a plein de choses où il y a eu de très bons souvenirs. Il y a eu aussi des moments de doute qui maintenant avec du recul ont aussi été de très bons souvenirs. Donc je crois que c'est assez rempli pour une carrière de pratiquement 15 ans. Cette carrière, nous on la trouve superbe, c'est votre avis? Il y avait mieux à faire? Je crois qu'il y a toujours mieux à faire. Je veux dire, vous avez failli le dire 2 fois, ça aurait été mieux si on avait été champion olympique 3e. C'est un lapsus peut-être, c'est vrai, plus révélateur maintenant. Mais... Plus révélateur qu'il aurait pu l'être. Mais je crois qu'on peut toujours faire mieux, mais c'est vrai que quand je regarde toutes ces années passées à s'entraîner, réussi à avoir gagné des médailles à tous les grands championnats, c'est quelque chose, je crois, dont je peux être satisfait. Maintenant, c'est vrai que c'est pas à moi de juger s'il a vraiment été exceptionnel ou pas cette carrière. En ce qui me concerne, je suis satisfait de ce que j'ai atteint. Je suis absolument conscient que peut-être à 1 ou 2 endroits, on aurait pu faire un petit peu plus. Mais maintenant, ça, c'est le sport et c'est ce qui fait le charme du judo aussi. Si des choses étaient à refaire, bon, on peut pas tellement refaire l'histoire, qu'est-ce que peut-être vous referiez un peu de différent en termes de préparation ou de... En toute honnêteté, pas grand-chose. Vous avez fait juste pour vous? Juste, non, j'ai fait des choses fausses, mais c'est grâce à ces choses-là que j'ai pu apprendre, c'est grâce à ces choses-là que j'ai pu évoluer. Donc c'est vrai qu'avec du recul, j'ai pas envie d'essayer de changer quelque chose, parce que grâce à ces choses que j'ai fait justes, ces choses que j'ai fait fausses, j'ai pu être la personne que je suis maintenant, et dont je me satisfais pour l'instant, même si je veux continuer à évoluer et à apprendre. Alors on va parler peut-être plus tard dans l'émission de la reconversion, parce qu'aujourd'hui vous étudiez, vous allez terminer des études. Vous avez mis un terme à votre carrière à la fin de cette médaille de bronze olympique. Là aussi vous avez fait juste, il fallait pas faire le combat de trop. C'était même pas une question de faire juste ou pas. J'ai toujours dit que si je faisais du sport de haut niveau, je voulais le faire à 200%. Je me suis rendu compte qu'après avoir remporté cette médaille olympique, j'étais plus prêt à donner le 200% de moi-même à l'entraînement. Et de ce fait, je savais que je pouvais très bien continuer, vivre un petit peu sur mes acquis, avec le risque que dans 1 année ou 2 ans, je ne sois plus aussi performant que je l'ai été dans le passé. Et j'avais jamais eu envie de pouvoir fonctionner comme ça. Et de ce fait, j'ai décidé
de me retirer, peut-être aussi pour éviter d'avoir une certaine frustration sur du moyen ou du long terme. Donc c'est une décision qui m'était propre, sans vouloir chercher à savoir si c'était juste ou pas. J'ai juste ressenti de l'intérieur qu'il fallait partir maintenant. Voilà, on va accueillir tout de suite nos 3 autres invités, Luca Papa, Cosimo Papa et le président de la Fédération suisse de judo, Pierre Oxner. Voilà, on continue donc cette émission toujours en compagnie de Sergei Ashvandon. Nous a rejoint donc sur ce plateau le jeune Luca Papa. Luca, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Luca, on va le rappeler, tu es genevois, 15 ans, champion suisse junior et cadet en 2011, une participation également au championnat d'Europe. On va peut-être en reparler dans un instant. Et puis membre également du judo club de Carouge. On va peut-être s'intéresser à ton papa, Cosimo. Cosimo Papa, vous êtes le responsable du judo à Genève, responsable également de la section compétition à Carouge, et puis en face de vous, eh bien, le grand maître évidemment du judo suisse, le président de cette grosse fédération suisse de judo, Pierre Oxner, j'allais dire accessoirement avocat, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est un métier, la présidence c'est un plaisir, on sait ce que c'est, on peut le dire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir, peut-être c'est assez intéressant, Sergei, à vos débuts, parce qu'on parle souvent un peu de la réussite, de ce qu'il y a en haut de la pyramide, mais on peut imaginer qu'avant d'être champion olympique, il y a du boulot, il y a du job, comme on dit. Comment finalement cette belle carrière a commencé ? J'ai commencé le judo à l'âge de 8 ans, tout simplement. Je crois comme la plupart des enfants que les parents envoient au judo sont soit hyperactifs, turbulents ou je ne sais quoi. Étonnamment, on vous disait assez turbulent, c'est ça. C'est ce qui un paraît. Peu pour vous gérer, vous calmer, c'est vrai. Je sais pas, ce qui est étonnant, c'est que si on regarde ça, ça veut dire qu'au fait, il y a peu d'enfants normaux qui vont au judo. Ouais. Savoir si c'est vrai ou pas, mais bon, ça c'est une question d'interprétation. J'ai commencé à 8 ans, j'ai fait du judo une fois par semaine jusqu'à l'âge de 15 ans. Et disons que c'est après que les choses sérieuses ont petit à petit commencé pour pouvoir en arriver là où je suis arrivé après. Des parents dans le judo, on sait que votre papa était très proche en tout cas de votre carrière en général. Oui, est-ce qu'ils étaient eux-mêmes judokas? Il y a eu des frères et sœurs, non? Pas sportifs du tout. Qu'est-ce qui vous a appris comme ça? Qu'est-ce qui vous a appris tout d'un coup de dire tiens, je vais faire du judo? C'est ma mère. C'est ma mère qui m'a envoyé au judo parce que justement j'avais des problèmes à l'école de discipline et elle a voulu un petit peu me canaliser, donc elle m'a envoyé faire du judo. Et ça a donné quelque chose au niveau scolaire? Ça a été une réussite? Disons que j'ai jamais été... Au niveau judo, ça avait été une, mais au niveau scolaire, c'était bien. J'ai jamais obtenu les mêmes notes que j'avais au judo à l'école, mais disons que j'ai fait le minimum pour pouvoir passer, on va dire ça comme ça. Luca, comment est-ce que tout a commencé? Bon, alors là, on peut imaginer qu'il y avait quand même le papa derrière, ça c'est clair. Le papa qui est entraîneur, qui est à fond dans le judo, qui est un ancien lui aussi judoka. À quel âge et comment est-ce que ça a commencé? Tu te rappelles? C'était bien pas si longtemps. Je me rappelle pas parce que j'étais quand même assez petit, mais mes parents, surtout mon papa, m'a inscrit à Carouge à 4 ans, autour de 4 ans. Et je m'entraînais d'abord au cours des petits avec mon entraîneur Nicolas Smatlik. Et assez tôt, je trouve, je suis allé le vendredi au cours technique de mon papa. Et puis après, plus j'ai grandi, plus je suis allé au cours des grands, on va dire. Cosimo, vous avez 2 enfants. Il n'y en a qu'un qui est avec nous aujourd'hui parce que c'est un peu l'émission qui veut ça, on ne pouvait pas en prendre plus. Frère jumeau, c'est ça, Marco, brillant, lui aussi. À peine moins brillant quand même. Ça se vaut, ils sont pas loin l'un de l'autre. Ils sont jumeaux, ils sont dans la même catégorie, ils se sont affrontés pas mal de fois en finale. Il faut de toute façon un vainqueur. Luca a fait une meilleure saison 2011. Après, il a eu une grosse blessure. D'ailleurs, là, il est en phase de reprise. Et au niveau des résultats, oui. Par contre, au niveau des entraînements, j'ai cette chance de les avoir tout le temps les deux. Ils sont frères, amis, partenaires et adversaires. Et c'est bien. Pour entraîner ses enfants, c'est bien. Ça se fait couramment dans le judo parce qu'on sait que dans plein d'autres sports qu'on connaît peut-être un petit peu mieux, je fais référence au tennis, par exemple, où beaucoup de parents, de mamans, de papas. Est-ce que chez vous, dans votre activité, ça se passe comme ça? Il y a beaucoup de parents qui enseignent à leurs enfants? Alors, je pense que si une personne enseigne, quel que soit le sport, et puis ses enfants participent dans cette activité, bon voilà, c'est juste normal et logique. Après, on a une attitude qui est un petit peu différente. Sur le tatami, c'est pas le papa, c'est l'entraîneur.
et ça se passe plutôt bien. Est-ce que des fois à la maison, quand c'est fini, ça continue, la lutte continue, ou là on essaye chez les papas de parler d'autre chose parce que vous êtes bien impliqués, on l'a compris, dans le judo? Je crois qu'on est malheureusement tous tombés un petit peu dedans et ça nous prend beaucoup de notre temps. On est passionné de ce sport et on en parle très souvent. Oui. Luca, voir son frère qui fait la même chose que soi, enfin son frère jumeau en plus, pratiquement le même niveau. Toi, tu le prends comme un plus, c'est bien, c'est un stimulant comme ça. Vous vous tirez, comme on dit, vous vous tirez la bourre régulièrement et ça c'est bien, c'est du positif. Je le prends vraiment positivement parce qu'on est souvent numéro 1, numéro 2 et puis pour être numéro 1, il faut battre le numéro 1. Comme on est souvent un contre l'autre, puis on progresse ensemble. Et à tous les entraînements, j'ai un partenaire de ma catégorie de poids, d'âge et du même niveau que moi, donc ça nous fait progresser beaucoup. Pierre Oxner, vous êtes, on l'a dit, président de cette fédération suisse, un grand passionné, ancien judoka évidemment vous-même, donc vous n'êtes pas là par hasard, on l'aura compris. Parlez-nous un petit peu, on aime bien les chiffres au niveau des fédérations, de comment est-ce que votre sport tout simplement évolue. Alors on a un représentant cantonal, on aura peut-être l'occasion de lui poser la question tout à l'heure. Vous, comme responsable justement national, le sport évolue comment? Où est-ce qu'il se situe? Est-ce que le judo, en termes de nombre peut-être de pratiquants, de licenciés, on en est où? Alors, c'est un peu compliqué à expliquer parce que nous avons un nombre de licenciés membres de la Fédération suisse de judo qui est environ actuellement entre 18 et 20 000. Mais nous savons que beaucoup d'enfants qui ne sont pas licenciés pratiquent aussi le judo. Et nous avons environ, on estime à peu près les pratiquants du judo à 40 000. Mais je dois apporter une précision, je suis président de la Fédération suisse de judo et jiu-jitsu. Et je dois le préciser parce que sinon certains ne sont pas contents. Important. Et sont inclus dans les 40 000 aussi les pratiquants du jiu-jitsu qui représentent grosso modo 10% des membres de notre fédération. Celle-ci est composée essentiellement d'enfants. Nous n'avons pas de moyenne, mais sachez par exemple qu'en France, la Fédération française de judo a fait des études sur la moyenne d'âge des pratiquants du judo en France, et cet âge est de 7 ans et demi. Ce qui veut dire, parce que la Suisse est comparable à la France, mutatis mutandis, mais ça veut dire que notre moyenne d'âge aussi en Suisse est aussi entre 7 et 8 ans. Ce qui veut dire que le judo est essentiellement orienté vers les enfants actuellement, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, ce qui n'était encore moins le cas, pas le cas il y a 40 ans, évidemment. Est-ce qu'on sent, par exemple, que, allez, on va dire actuellement, il y a peut-être un petit trou après l'arrêt de carrière de Sergueï. On a Dominique Quiché qu'on va avoir dans un instant sur ce plateau, qui a été un très très bon combattant genevois du reste. Est-ce que le judo, votre sport, a besoin de locomotives, évidemment, pour les jeunes? Est-ce que là, on n'est pas un peu en manque d'image? Il y a un trou, non? Alors, trou peut-être pas, mais vous savez, des champions d'exception comme Sergueï, on n'en a pas eu beaucoup dans la carrière de la Fédération suisse de judo qui a été fondée dans les années 40. Il y en a eu 3. Et il y en a eu 3, on a eu 4 médailles olympiques. Donc Rotlisberg en avait eu 2. C'est exceptionnel pour nous en Suisse. On est quand même, par rapport à d'autres fédérations, d'autres pays, justement, on est par quand même rapport un petit à notre pays. Les 6 millions, est-ce que, parce que bon, il y a la Géorgie, des pays comme ça qui sont, évidemment, est-ce qu'on peut comparer? Retourner le couteau dans la plaie, là. Voilà, voilà, qu'est-ce non, mais qui fait la mentalité des Suisses est complètement différente. Vous comprenez, le président qui vous parle aimerait bien être le président de la fédération d'un pays où le sport serait quelque chose de culturellement plus important. Mais en Suisse, voilà, on axe beaucoup sur le sport de masse et moins sur le sport d'élite. C'est moins important, ça n'a aucune ou peu de valeur politique, contrairement à d'autres pays. Je pense aux pays de l'Est à l'époque, où le sport était vraiment quelque chose qui servait la propagande des pays. À la Suisse, ça n'a jamais été le cas. Alors on peut discuter de savoir si c'est un bien ou un mal, mais le fait est là que le sport de pointe est assez mal mis en avant. On est très content d'avoir des champions d'exception comme Federer, mais voilà, derrière il faut former les jeunes aussi. Et puis là, il faut former les jeunes et on a peu de moyens. Sachez que la fédération suisse, si nous étions en France, nous aurions un budget 4 fois plus grand que le budget que nous avons actuellement.
4 fois plus important pour le même nombre d'adhérents. Vous fonctionnez essentiellement, qui vous donne de l'argent? Alors, ceux qui nous donnent de l'argent, ce sont d'abord les cotisants, les membres de la Fédération suisse. Et puis nous sommes aidés par Suisse Olympique, bien sûr, qui nous donne des subventions. Et derrière Suisse Olympique, le département fédéral du sport. Cosimo Papa, parlez-nous un petit peu, comme ça après on aura fini. On va tout de suite après enchaîner avec le sport-études, parce que peut-être que vous faisiez une petite allusion tout à l'heure justement au développement de votre sport, arriver à l'intégrer peut-être dans les écoles, ce qui est fait du côté de Lausanne avec Sergueï qui va en dire un mot tout à l'heure. Peut-être la situation du judo à Genève, Cosimo. Donc vous présidez, pas présidez, mais vous dirigez la section compétition d'un grand club qui est Carouge. Alors, qu'on voit un petit peu plus clair, combien de clubs à Genève, comment est structuré un petit peu le tout, le nombre d'adhérents, l'intérêt, est-ce que c'est mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 3 ans? Genève, c'est un canton important pour le judo. Il y a 24 clubs, à peu près 3000 licenciés, pratiquants, pardon. Et on est présent sur le niveau national, en tout cas. Il y a aujourd'hui des structures qui se mettent en place pour encore améliorer encore améliorer la pratique du judo pour arriver au niveau, parce que quand même c'est important. Sergueï, c'est pas parce qu'il a arrêté qu'il est plus, ça reste un référent. C'est-à-dire nous on en parle régulièrement. En plus il est encore sur les tatamis, c'est important. Donc le trou, il se fait par rapport aux résultats bien sûr internationaux, mais par contre comme locomotive et comme moteur, ça reste, c'est important. Nous en tant qu'enseignants, on parle souvent, puis surtout ça donne l'espoir et un objectif pour des gens qui veulent encore croire à une carrière internationale. À la sortie de ça, sur ces 24 clubs, il y en a la moitié qui pratiquent du judo de compétition. Et le canton est pas mal. Il y a à peu près dans les 4 meilleurs cantons de la Suisse. Et chaque année, on a des personnes qui sont qualifiées pour aller faire les finales des championnats suisses. Ça représente une trentaine de personnes cette année, ce qui est pas mal. Alors Sergueï, on aura compris, c'est quelqu'un d'important pour le judo suisse. Pierre Oxner, je rebondis, je jette peut-être un pavé dans la mare, on y va. Sergueï, pas de fonction pour lui à la Fédération suisse de judo, vous l'expliquez comment? Si, il a des fonctions. Lesquelles? Il est expert dans le judo, il est formateur, il fait partie du département de la formation, si je ne me trompe. Et il est chargé d'organiser avec la responsable les cours pour les formateurs de judo, effectivement. Maintenant, Sergueï a arrêté sa carrière il y a 4 ans. Moi, je vois assez Sergueï comme président de la Fédé dans quelques années. Oui, voilà. Mais chaque chose en son temps. Oui, ce serait une bonne idée, voilà. Sergueï, non? C'est un peu les études. Vous travaillez un peu. C'est bien de l'avoir souligné parce que ça aurait été peut-être une question, mais pour plus tard. Vous travaillez un peu pour ça, non? Presque. Non, je crois que mon but premier au jour d'aujourd'hui n'est pas de travailler pour devenir président de la fédération. Il y a une chose qui a été dite par Monsieur Oxner, c'est déjà chaque chose en son temps. Oui, je fais des études actuellement. Je termine un master en gestion du sport. Je crois qu'on en reparlera après par rapport à la reconversion. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, j'ai une fonction dans la formation. Je suis expert jeunesse et sport, effectivement, où je donne quelques cours de judo. Ça, c'est dans le domaine formation. Maintenant, je ne sais pas si vous parlez du domaine sport de haut niveau. Alors, au jour d'aujourd'hui, le lien que je pourrais me permettre de faire avec la fédération, c'est que on est en train d'organiser un stage international en été. Où on a pratiquement 25 nations étrangères qui vont participer. Et c'est vrai que là, si on arrive à trouver une collaboration entre ce stage qui est en train de prendre forme et la fédération, ça serait par exemple une collaboration qui pourrait être intéressante pour toutes les parties. Oui. Alors on parle souvent évidemment dans cette émission du sport-études parce que c'est souvent un peu là où le bas blesse, où la chatte a mal aux pieds. Pierre Oxner, si on parle justement du judo dans les écoles, on a quelqu'un qui est bien placé pour peut-être le soutenir, c'est Charles Bert, notre conseiller d'État en charge justement du sport, qui lui est un fin judoka, ceinture marron, je crois. Quels sont justement vos rapports? Est-ce qu'il y a déjà eu une approche d'arriver à mettre le judo au sein des écoles? Alors il y a en réalité des contraintes budgétaires qui font que le judo n'a pas été prioritaire dans la création des sports-études à Genève, mais il est dans les sports viennent ensuite. Et vous savez peut-être que je suis aussi membre de la commission d'aide au sport à Genève. Donc on a donné une priorité
à certains sports d'équipe. Et le judo viendra après. Mais sachez que je suis assez attaché à ça. Et attentif. Et j'aimerais bien qu'on ait un sport études, si on peut l'appeler comme ça, à Genève pour le judo. Sergueï, ça existe. Comme ça se passe exactement, j'allais dire, excusez-moi, mais ça existe, Sergueï, sur Lausanne déjà. Hein. Alors, c'est intéressant de me poser tes questions parce que je vais faire mon mémoire justement sur l'analyse entre guillemets ou en gros du sport-études dans le canton de Vaud. Il y a un sport-études qui a été mis en place dans le canton de Vaud qui n'est pas spécifique à des disciplines sportives mais plutôt à des athlètes. Donc c'est vrai que ça a été mis en place. Je ne connais pas encore tous les détails pour pouvoir vraiment bien juger comment ça a été mis en place. Le fait est que si on regarde ça d'un point de vue national, effectivement dans beaucoup de disciplines sportives, il y a un problème quand on commence à parler de jeunes qui ont l'âge de Luca et qui désirent concilier sport et études. C'est vrai que là, il y a un gros travail qu'on doit faire parce que si on prend le judo, on se rend compte que les athlètes ou judokas suisses jusqu'à l'âge de 17 ans sont relativement performants au niveau international et c'est qu'après que ça commence à coincer parce qu'ils doivent choisir entre l'apprentissage ou faire le gymnase, je sais plus comment vous appelez ça ici à Genève. Le collège. Le collège, et c'est là que ça commence à être très compliqué, qu'il faut essayer de trouver des solutions pour pas de nouveau tout d'un coup être surpris comme aux Jeux de Londres et puis tout le monde se plaint que les Suisses ne font que 4 médailles. Sergueï, vous l'avez dit avec beaucoup de modestie tout à l'heure, vous n'étiez pas excellent à l'école, hein, vous n'en seriez sans doute pas tout à fait là si ça avait été vraiment le cas. Vous, justement, cette situation sport-études, vous l'avez gérée comment? Ça a été compliqué? Vous aviez un aménagement spécial? Ça a été compliqué et très simple à la fois. J'ai une petite anecdote si vous voulez. Le directeur de mon école, allez-y, on adore ça. Était entraîneur de foot et mon père un agent de voyage. Et une fois il devait aller réserver un voyage, par hasard il arrive dans l'agence à mon père, il voit sa carte de visite, il demande à mon père s'il connaît un Sergueï Schwanden. Mon père lui dit que il est le fils. Ils ont discuté pendant 3 heures et puis après entre guillemets le problème concilier sport et études a été réglé. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. C'est on va dire une situation avec un individuel qui a été réglé de façon individuelle. On a trouvé un compromis, c'est que mon gymnase, au lieu de le faire en 3 ans dans le canton de Vaud, je l'ai fait en 5 ans. Ce qui m'a permis à un âge justement critique, comme on a dit avant, de pouvoir travailler qualitativement et quantitativement de façon optimale et de ne pas pouvoir perdre après le contact avec les meilleurs. Luca, on a compris également que tu t'entraînes beaucoup, 2 fois par jour, plus ou moins pratiquement tous les jours. Comment est-ce qu'on arrive alors justement à intégrer un peu le côté scolaire, le côté études? Est-ce que ça se passe bien d'abord, l'école? Tu aimes bien? Oui, ça se passe bien. Moi aussi j'ai eu de la chance, on va dire, peut-être pas autant que Sergueï, mais mon doyen est vice-président de mon club donc mon doyen dans la section sportive de l'école. Donc oui, ça aide, ça. Pour bien. Les aménagements sportifs, on a été bien aménagé, on va dire. Et du coup, ça nous fait des plages où on peut s'entraîner des fois avant l'école, des fois après, des fois entre deux. On a essayé de placer des entraînements où on pouvait. Cosimo, pas facile quand même de gérer cette situation. Est-ce que vos enfants, justement, lorsque vous les prenez le matin, récupérés au milieu de la journée pour s'entraîner, est-ce que là, on a quand même affaire à... Et je veux dire, est-ce qu'ils sont complètement réceptifs? C'est pas évident quand même. Hein. Enfin, il n'y a jamais de solution idéale, mais c'est difficile. Ouais, pour eux, c'est même pas des sacrifices, c'est vraiment une chance. Ils prennent ça comme ça. Et le problème du sport-études, c'est pas vraiment encore les arrangements avec les écoles. C'est même si on a aujourd'hui une possibilité d'avoir des aménagements, il n'y a pas la structure pour enseigner. Donc aujourd'hui, on a encore cette chance de travailler ensemble, mais les horaires sont aménagés. Ils savent que voilà, il faut se lever avant et des fois s'entraîner avant d'aller à l'école. Ils terminent avant pour faire les cours pour pouvoir être libre pour le judo d'après et pour le judo du soir. Et on ne parle pas encore des week-ends. Après, les exigences pour rester en équipe suisse, et Dominique qui est présent en parlera un petit peu après, sont de plus en plus hautes. Donc les gens doivent être performants à l'entraînement, doivent être performants en compétition et doivent s'engager sur du moyen terme. Mais tout ça est mis en place parce qu'on a un petit groupe Eto, et puis c'est pas seulement pour Luca ou Marco, c'est carrément tous les judokas qui aimeraient pouvoir faire du judo, on doit trouver le moyen de leur donner la possibilité de s'entraîner pendant les heures. Et on est en train d'y travailler justement avec le département des sports. Moi, je travaille avec beaucoup de projets qu'eux. D'ailleurs, il y a un projet qui va démarrer
en septembre 2013 pour le parascolaire dans les cycles d'orientation, dans les écoles primaires, pardon. Il y a 3 écoles à Genève pilote où on va enseigner le judo avec le DIP, et puis on espère de pouvoir le faire également avec le cycle ou les écoles de commerce. Et c'est vrai que ce serait important, Pierre Huxer, dans l'air du temps, parce que c'est vrai que le judo, on le sait, hein, ça développe, hormis le fait qu'on s'empoigne, hein, ça développe plein évidemment de... Je ne veux pas vous faire l'apologie du judo. Il y a énormément de valeurs que vous défendez qui sont importantes, le respect, là, toutes ces choses-là. Là, on parle de sport-études. Je rebondis sur ce que disait Lucas. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jumeau. Et le judo, ça se pratique pas tout seul. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien beau de faire du sport-études, d'aménager les horaires pour certains, mais ils peuvent pas s'entraîner tout seuls. Il faudrait créer une structure qui permette à un minimum de judokas d'être ensemble en même temps sur un même tapis. Et ça, c'est très compliqué. Alors, dans les classes sport et art qui sont actuellement aussi de l'orientation, on a très peu de judokas parce que ça n'a pas trop de sens pour nous d'avoir un élève qui puisse avoir un horaire aménagé l'après-midi. Il est tout seul de son espèce. Vous travaillez, Pierre Huxer, sur une structure, je sais, à moyen terme, de pouvoir nous aimerions avoir une grande maison du judo, pour réunir un peu tous ces athlètes. Et puis, on ne passera pas autrement pour avoir des champions que par la professionnalisation jeune d'athlètes de l'âge de Lucas. C'est clair qu'on ne peut plus maintenant se permettre de dire de temps en temps on aura un champion. Si on veut avoir des champions, il faut commencer jeune et il faut être professionnel dès l'âge de 15 ans et peut-être même avant. Maintenant, vous parliez des valeurs du judo. Alors c'est un peu un autre sujet, mais il est clair que dans la société dans laquelle on vit actuellement, c'est clair que moi j'aimerais que le judo soit enseigné systématiquement partout dans les écoles. C'est le cas. Parce que dans le canton de Vaud, mais bien sûr. Et je comprends. Bon, le canton. Nous on a Charles-Lebert. On a Charles-Lebert, mais eux ils ont Jacqueline de Quattro, qui est une judokate qui est Non, c'est pas son département. Je sais qu'elle est influente et qui est 3e dan de judo et qui aide beaucoup la fédération. Mais effectivement, les valeurs du judo, le respect, la ponctualité, enfin, toutes ces valeurs, l'amitié, etc., toutes ces valeurs-là, elles feraient du bien. Mais elles font du bien à nos jeunes et il faudrait l'instaurer dans les écoles. Vous savez, le judo, un gamin qui commence le judo, il se discipline tout seul. On n'a pas besoin de lui dire fais comme ci, fais comme ça. Par mimétisme, il regarde ce que font les autres et c'est de la discipline librement consentie. Et c'est l'idéal pour les jeunes et pour les parents et pour les profs, bien sûr. Et c'est à ça qu'on doit arriver, plutôt que d'avoir un maître qui enseigne. Voilà. Parce que je suis aussi, vous l'avez dit, non seulement professeur président de la Fédé, mais je suis aussi professeur de judo. Enfin, et passionné, voilà. Ça on aura bien compris. Merci beaucoup en tout cas Pierre Huxer. On espère juste que Charles Bert a entendu en tout cas ce passage de l'émission pour arriver justement à créer la promotion du judo dans les écoles. Merci beaucoup Cosimo Papa d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant juste après la pub où l'on aura le plaisir de recevoir Dominique Quichier et Eric Henny. Generation Champion vous est présenté par Mr. Pickwick's Pub depuis 1969. So very fun. Chute de neige jusqu'en plaine, risque de verglas aux endroits exposés. Remise de prix Suzuki jusqu'à 6 000 francs. Suzuki, le numéro 1 des compacts. Quand l'âme argentine rencontre la féerie de Broadway. Tango Passion, 20 ans de succès à travers le monde. Du 23 au 27 janvier en Suisse romande. Plus d'infos sur www.rrp.ch. Generation Champion vous est présenté par Mr. Pickwick's Pub depuis 1969. So very fun.
C'est la suite de cette émission Génération Champion consacrée aujourd'hui au judo. Toujours avec nous sur notre plateau Sergei Ashvanden, le judoka, médaille de bronze aux Jeux de Pékin. Et puis également avec nous depuis le début de cette émission, le jeune Luca Papa. Nous a rejoint Dominique Quiché. Dominique, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Dominique, vous êtes un visage connu dans la région puisque, on va le rappeler, vous êtes genevois, vous avez 35 ans. Et ça fait un peu drôle de dire que vous êtes ex-judoka professionnel, mais le temps passe vite et c'est comme ça. Aujourd'hui, eh bien, vous avez d'autres activités. Vous êtes entraîneur justement au sein de la Fédération suisse de judo. On va y revenir. Pour ce qui est de votre carrière, 12 titres de champion de Suisse. Vous avez été 7e mondial en 2009, gagné une manche de Coupe du Monde en 2012. C'était il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai envie de rapidement vous poser la question. On va peut-être continuer avant que j'oublie, évidemment, Eric Henny, qui est un personnage incontournable, inoubliable du judo suisse, hein, Eric Henny. Alors merci à vous également d'avoir fait le déplacement parce que vous arrivez des bords du lac de Neuchâtel. Eric Henny, on vous connaît un tout petit peu moins bien sur cette antenne. Si vous permettez, rappelez que vous avez 74 ans. Je vous rassure, vous les portez extrêmement bien. Jurassien de Delémont, multiple champion de Suisse. Ça, c'est aussi anecdotique que ce qu'on a dit tout à l'heure pour Sergei. Mais vous êtes surtout médaille d'argent aux Jeux de Tokyo, tout simplement dans le pays finalement du soleil levant, mais le pays du judo surtout. Donc on va revenir évidemment sur ce qui a été un véritable exploit il y a plus ou moins 50 ans en arrière. Et puis là aussi vous êtes 8e dan à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup. Là c'est une 6e dan pour ce qui est de Sergei. Et vous avez enseigné le judo durant à peu près 20 ou 30 ans avec une école qui était donc à vous, à Berne. Donc là aussi, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Dominique, peut-être revenir sur votre carrière. C'est un peu la même question du début. Content de finalement, regardant un petit peu en arrière de ce que vous avez fait. Il manque quoi là derrière? Peut-être un ou deux petits Jeux Olympiques. On pense peut-être à ceux de Londres. Disons que je m'étais fixé des objectifs assez élevés quand j'étais plus jeune. Après, au cours de ma carrière, j'ai dû un petit... Lesquels? Je m'excuse, mais... C'était plutôt de faire quand même partie du top mondial, c'est-à-dire d'essayer de faire des mondiales, des médailles au monde, aux Jeux Olympiques, effectivement, ce que je n'ai pas réussi à faire. J'ai dû les modifier un petit peu en cours de carrière dû à certains éléments externes, on va dire. J'ai eu des graves blessures au genou, mon genou droit. J'ai pas réussi, pas su peut-être revenir au niveau suffisant pour y arriver. Au début de carrière, j'étais pas trop mal. J'ai pas eu aussi un petit peu la chance, on va dire, et la malchance d'être dans la même catégorie que Sergei. Donc j'ai beaucoup appris à son contact, aussi même quand on était concurrents. Je me suis entraîné une période avec lui à Macolin, donc là j'ai beaucoup profité de voir comment il s'entraînait, de choses comme ça, comme il a 3 ans de plus que moi, donc j'ai été un petit peu la personne à apprendre. Mais en même temps, à l'époque, on avait le droit qu'à une personne par catégorie, donc ça m'a un petit peu bloqué également, donc voilà. Est-ce que vous avez souffert un petit peu là aussi peut-être du manque de sparring partner? On en parlait tout à l'heure, ça n'a pas été toujours simple, vous avez dû un peu vous exiler à Macolin durant plusieurs années. Ça, vous l'avez pris comment ce séjour Justement, en fait, avant, à l'époque, le système n'était pas tout à fait pareil. Donc, on avait vraiment un centre national où il y avait tout le monde qui allait. Donc, si on voulait réussir, c'était vraiment la chose à faire et aller là-bas rejoindre le directeur technique qui était entraîneur national en même temps. Et c'était vrai que cette période a été un peu difficile pour moi. C'est là où je me suis beaucoup blessé et j'ai pas vraiment réussi à faire ce que je voulais. Maintenant, voilà, c'était aussi une très très bonne expérience. J'ai appris plein de choses quand même sur l'entraînement, des choses que maintenant j'espère pouvoir transmettre justement aux jeunes, parce que malgré, on va dire ce qui n'est pas entièrement satisfait de ce que j'ai pu réaliser, j'ai quand même appris beaucoup de choses en voyageant dans le monde entier, en voyant différentes sortes d'entraînement. Pouvant aussi peut-être un peu comprendre mieux le système par rapport aussi à son physique, pour voir un peu comment voir le tout. Vous pensez pouvoir apporter évidemment beaucoup à ces jeunes? J'espère. Après on verra, ça c'est les résultats qui le diront. Et aussi je suis un peu dépendant bien sûr aussi des structures existantes comme on l'a vu auparavant, où là on est en train de mettre en place un système de centre roman au niveau de la Suisse romande, mais comme on peut voir, la Suisse c'est un système fédéral. C'est pas toujours facile de concilier en fait les différentes structures qu'il y a sport-études au niveau, ça peut être au niveau vaudois, au niveau fribourgeois, au niveau genevois, au niveau neuchâtelois. C'est à chaque fois différent. C'est pour ça que on essaie de mettre des entraînements en place quand les gens ont du temps en fait. Eric Henny, vous, lorsque vous entendez un petit peu ce discours de sport-études qu'on a depuis quelques minutes, centre d'entraînement, choses comme ça, il y a 50 ans, ça vous fait
on peut imaginer sourire, et c'est presque de la science-fiction pour vous, non? Parce que comment est-ce qu'on pratiquait? Quel était votre emploi du temps? Comment est-ce que vous avez eu cette, peut-être, votre scolarité? Racontez-nous un petit peu. Moi, j'ai commencé le judo quand je suis sorti de l'école, parce qu'on n'osait pas aller au judo avant, donc j'avais 15 ans. Et on a commencé, bon, dans des taudis, comme on dit, dans l'entraînement. On n'avait pas de tatami, on n'avait pas de kimono, ou bien un kimono pour deux. Je faisais uchikomi, c'est lui qui le mettait, ou le contraire, c'est moi qui le mettais. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que il y a des possibilités au jour d'aujourd'hui qu'on n'avait pas avant, bon, qu'on n'avait pas... Mais je trouve que ça fait 4, 5, 6 ans, il y a des progrès extrêmes. Donc pour vous, le judo suisse va bien, évolue dans la bonne direction. Il va bien, mais il y a quelques ombres. Aménagements encore. Oui, évidemment, c'est justement les partenaires. Comment? Parce que les partenaires, les hookés, comme on dit, quoi, ceux qui sont... Parce que vous ne pouvez pas faire le judo si vous n'avez pas les partenaires, c'est tout. Comment est-ce que vous aviez pratiqué comment est-ce que vous étiez entraîné avant ces fameux Jeux Olympiques? D'abord en 64, pas tout le monde forcément s'en souvient, c'était à Tokyo, oui. Médaille d'argent. Là, c'était en pleine hégémonie du judo évidemment japonais, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Comment est-ce que vous arrivez réussi, vous, comme petit Suisse, on va dire, à vous faufiler là au milieu? Ça a été à l'époque une énorme surprise. Oui, évidemment. Et ce qui me plaît, c'est que je peux dire aujourd'hui que je suis le grand-papa du judo suisse, parce que ça s'est développé à cette époque-là. Là, vous êtes deux pratiquement des plus grands représentants que le judo suisse n'ait jamais eu. Il en manque un, c'est Jörg Rotlisberg. Les trois, vous êtes des légendes du judo. Alors, moi, je dirais que ça va un peu trop long entre les médailles. Il faudrait qu'il y en ait toujours, comme ça, tous les 12 ans. Pour que ça accroche un peu mieux. C'est vert tous les jours. Ça fait. Mais vous avez eu la médaille en 64, mais en 68, vous n'avez pas pu. C'était quoi, Mexico? Vous n'avez pas pu parce que là, vous étiez considéré comme professionnel. Oui, mais le problème, c'est qu'à Mexico, il n'y avait pas le judo. Ils ont pas accepté le judo à Mexico. Ils ont mis un autre sport, mais à Mexico, il n'y avait pas le judo. Et puis après, en 72 oui, il y avait de nouveau le judo. Et là, et en 72, j'étais trop vieux déjà. Ça. Non, mais à Mexico, j'aurais bien aimé aller. Mais je pense que je n'aurais pas pu y aller non plus parce que j'étais professionnel. À l'époque, si tu faisais du judo pour ton métier, alors tu étais professionnel. Il n'y a pas possibilité de faire. Ça rigolait pas. Hein. Non, c'était du sérieux, ça reste toujours du sérieux. Ça reste toujours. Les statuts ont été modifiées un petit peu. Ça reste toujours du sérieux, effectivement. On profite, Eric Henny, peut-être de raconter-nous un peu qu'est-ce qui a changé durant ces 40 dernières années, vous qui avez vécu, on a dit, vous avez enseigné, les principaux changements, peut-être techniques, au niveau peut-être du règlement, parce que j'ai oublié dans la présentation, mais vous êtes également arbitre de judo, vous avez des grosses fonctions. Il y a eu beaucoup de changements dans ce sport, parce que visuellement, comme ça, on a l'impression qu'on voit toujours un peu la même chose. Hein. Il y a deux parties. Il y a une partie technique. La technique, c'est... Vous avez les 40 techniques de base, plus une vingtaine, trentaine au sol, étranglement, clé de bras. Ça, il n'y a pas changé. Chacun fait une spécialité, une ou deux de ces techniques. Là, il n'y a pas de changement. Mais à côté, il y a des progrès extrêmement extrêmes. Alors là, je suis le premier et le seul qui soit vraiment heureux que ça se passe comme ça. Parce que les conditions d'entraînement, ils sont accompagnés par des étudiants, enfin des études qu'ils ont fait ou des autres qui les accompagnent. Et nous, on cherchait tout dans les bouquins. Je me rappelle que mon entraîneur, quand on s'entraînait à une technique, il avait un grand bouquin japonais, là, américain, je sais pas quoi. Puis il dit, aujourd'hui, on fait ce mouvement-là. Puis il a fait voir, mais attends. Et puis, comme ça, vous voyez, c'est... Et puis on a des dojos que sans tatami, on s'entraînait sur du papier.
étalé comme ça avec une bâche dessus, ou bien je me rappelle toujours. Il fallait être motivé là. Ah oui, oui. C'était la grosse. Je me rappelle toujours quand on a reçu les premiers tatamis en paille de riz. Dur comme du béton, et puis encore une surface rugueuse comme je sais pas quoi. Si vous avez le malheur de toucher avec le front, ben c'était la balafre, quoi. Ça... Dominique Hichet, ça laisse songeur. Vous auriez fait les efforts qu'il faut pour arriver dans ces conditions, ou bien ça, on est gâtés aujourd'hui. On est gâtés, et puis encore, on a l'impression qu'il nous manque tout, parce que c'est toujours comme ça. Effectivement, après, on se calque toujours ce qui se fait de mieux au niveau international, donc on essaye de se mettre à niveau, et c'est vrai que c'est pas facile, mais je pense que quand on a la passion du judo, quelle que soit l'époque, à mon avis, on serait mis là-dedans. Après, voilà, à voir si... Maintenant, l'idée, c'est vraiment d'arriver avec des structures à pouvoir concurrencer un peu l'international, parce que ce qu'il faut savoir, c'est beaucoup des pays de l'Est, ils font ça, ils vont augmenter leur niveau de vie dès qu'ils font des résultats, donc ils vont gagner des grosses sommes d'argent, ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous, c'est vraiment une motivation intrinsèque qui vient de soi-même, donc après, c'est un peu la différence. Eux, ils font ça vraiment pour changer de standing, de classe sociale, on va dire. Donc la motivation n'est pas forcément la même. Alors, on l'a dit, hein, le judo, évidemment, est né au Japon, ça c'est une évidence. Vous, par exemple, Sergueï, à votre époque, on était encore un peu dans l'époque japonaise où ça partait déjà un petit peu dans les pays de l'Est, comme ça on a parlé de la Géorgie, enfin il n'y a pas que ça, il y a la France, etc. Vous, par exemple, vous avez effectué des stages au Japon comme ça devait se faire, on peut imaginer, il y a peut-être 20-30 ans, où on allait un peu se ressourcer là-bas régulièrement. Bon, je pense qu'à l'époque de Eric Kenny, on n'avait pas la possibilité de voyager autant que nous on faisait. Aussi. Il faut savoir que quand moi j'étais athlète, ou même quand Dominique l'était encore à l'époque où on s'entraînait ensemble, on était en 30 et 35 semaines par année à l'étranger. Parce que il faut savoir que nous étions quand même au niveau de la capacité d'entraînement, on était des professionnels. Au niveau du compte bancaire, peut-être pas forcément, mais de ce fait, ça veut dire qu'on était entre 8 et 10 heures d'entraînement par jour. Si vous comparez ça avec d'autres athlètes suisses qui travaillent à côté, il y a une différence de niveau qui est extrême. Donc il fallait aller à l'étranger, chercher des partenaires qui avaient notre niveau pour pouvoir progresser. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu des bourlingueurs planétaires, si on veut. Et de ce fait, on allait en Asie, mais respectivement dans les pays de l'Est, respectivement en Amérique du Sud. Déjà, le Brésil est un pays qui se développe énormément, de façon globale, mais aussi au niveau du judo. Et de ce fait, c'est vrai qu'on n'était pas uniquement axé sur le Japon. Mais c'est vrai que plus les années avancent, plus le Japon, en tout cas au jour d'aujourd'hui, est en train de perdre un petit peu de terrain par rapport à ce qu'ils avaient à l'époque d'Eric de toute façon, et il y a 10 années en arrière. Dominique Hichet, aujourd'hui, vous qui êtes jeune entraîneur national, vous occupez eh bien, entre autres de Luca et bien d'autres, votre source d'inspiration aujourd'hui, vous, comme jeune entraîneur, vous la prenez où? C'est qui est à la pointe? Il faut chercher à faire la même chose que qui? Les Français, qui sont plutôt assez bons, il y en a beaucoup. Oui, effectivement, mais maintenant, c'est vraiment une globalisation, ça se fait vraiment, ça s'internalise de plus en plus et beaucoup de pays montent. Donc je pense pas qu'il faut se calquer sur un pays en particulier, il faut essayer de prendre les bonnes choses un peu ici. Et aussi, il faut pas aussi oublier que de notre côté, les Suisses, comme on a pu le voir avec certains, il y avait quand même des athlètes assez forts. On a l'exemple sur ce plateau justement de ces personnes, et c'est bien aussi de retirer, les Suisses peuvent aussi faire des choses bien, donc il ne faut pas non plus avoir peur des autres pays, il faut prendre ce qui est bien et puis aussi développer ce qu'on nous on peut faire aussi. Là, d'après vous, enfin, vous sentez, vous pensez, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, est-ce qu'il y a des possibilités derrière? Est-ce qu'on peut imaginer, c'est évidemment tout le mal qu'on lui souhaite à Luca et son frère, par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres à Genève, vous qui avez aussi un peu une vue globale, comme ça, on va sortir des Sergueï ou des Dominique, on serait déjà content. Vous voyez, après, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. On va dire qu'au niveau de l'équipe suisse, moins de 18 ans, comme disait Sergueï, là, c'est vrai qu'ils sont plus ou moins encore au contact des meilleurs. Maintenant, il y a tellement de facteurs qui vont influencer pour voir déjà si, par exemple, Luca, il a la chance, il y a ses parents qui sont vraiment derrière lui pour le soutenir, ça c'est déjà une chose très importante. Après, il va falloir qu'il s'entraîne de façon correcte, on va dire, bien réfléchie tout au long du temps. Et il faudra aussi qu'il ait la chance de se faire épargner par les blessures. Et après, en développant le système, je pense qu'on peut arriver à quelque chose. Après, comme on l'a dit tout à l'heure sur ce plateau, ça va pas être possible de sortir quelqu'un tous les 2 ans. C'est pas la même chose pour le moment. Très rapidement. Il y a un paramètre qu'il faut pas oublier. Les choses que Dominique dit sont justes, mais il y a un aspect qu'on a tendance à négliger, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas assez de structure, tant au niveau cantonal que national, un Luca est quand même financièrement tributaire de ses parents.
Moi, je dépendais financièrement de mes parents jusqu'à l'âge de 25 ans. Il a de la chance d'avoir son père qui est vraiment intégré dans le judo et qui s'est investi là-dedans. Et de ce fait, ça coule de source. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'autres parents, peut-être ça va pas de soi qu'un athlète, une fois qu'il intègre une équipe nationale, doivent quand même financer une grande partie de ses déplacements. Et ça, c'est un problème qui reste majeur et qui est quand même une sacrée épine qu'on a dans le pied et qu'il faut qu'on essaye de régler. Financièrement, ça a suivi, Dominique, vous en avez souffert, ça a été difficile. Oui, ça a été aussi difficile pour moi. J'avais le même problème. Maintenant, c'est vrai qu'on essaie de faire des efforts. Donc maintenant, il y a une partie qui va être un peu prise en charge pour les tout meilleurs, déjà au niveau des seniors. Maintenant, pour les plus jeunes, c'est vrai qu'on essaie de diminuer un petit peu les coûts et puis de les aider un petit peu. Mais c'est effectivement pour le moment pas possible pour la Fédération suisse de judo d'investir de l'argent sur tout le monde. Sergueï, vous avez 20 secondes, ce sera la conclusion avant de se retrouver pour terminer cette émission, nous deux donc sur ce plateau. Un bon conseil à Luca, comme ça, qu'est-ce que vous pourriez lui donner, le meilleur conseil à donner à un jeune judoka aujourd'hui? Vous pouvez vous mettre à deux. Travaille dur, très dur et fais-toi surtout plaisir. Bon, vous, j'ai lu, vous avez dit ce serait à refaire, je ne le referai pas. Je ne sais pas si j'aurais dû le dire devant Luca. Non, alors c'était peut-être pas le truc à lire, mais je ne l'ai pas dit tout à fait comme ça. J'ai dit que si je me retrouvais à avoir 15 ans, je referais exactement la même chose. Mais maintenant, avec du recul, quand je me rends compte tout ce qu'il faut investir, tout ce qu'il faut faire, je me dis que je vais être quand même sacrément barjot. C'est ça. Moi, j'ai deux très rapidement. Parce moi, je te dirais, il faut toujours penser les jours où tu te dis, bon, je vais pas à l'entraînement, ça me fait. Hein? Tes adversaires, ils y vont à l'entraînement. Ah oui, pendant qu'on travaille pas, et bien les autres mettent c'est un truc simple. Moi, je me disais toujours, aujourd'hui, on va pas à l'entraînement. Ouais, mais il y a l'autre là, certainement, il sera à l'entraînement. À l'entraînement, excusez-moi. Tu vois ce que j'entends? Alors, il faut avoir plaisir. On va rester, en tout cas, on sent beaucoup d'enthousiasme et de plaisir, effectivement, chez vous, Eric Kenny. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci. Et puis, bonne suite, portez-vous bien, en tout cas. Merci, Dominique Quiché. Et puis, surtout, bonne chance à Luca. On ne va pas oublier, évidemment, ton frère jumeau Marco, à qui on souhaite tout le meilleur possible. On conclut cette émission dans un instant, toujours en compagnie de notre invité, Sergueï Ashwandon. Voilà, suite de cette émission Génération Champion. On vous le rappelle, on parle évidemment toujours de judo. Avec nous, Sergueï Ashwandon. Sergueï, on a survolé un petit peu votre carrière. On a parlé évidemment de vos débuts, de votre carrière. On va peut-être s'intéresser sur la fin de cet entretien par ce qui est de la reconversion, qui est toujours assez intéressante. On a survolé là aussi un petit peu, on aura compris. Vous suivez des études actuellement à Lausanne. Racontez-nous un petit peu en management du sport, c'est ça? C'est juste, ouais. J'ai fait un bachelor en sport avec comme branche mineure HEC. Puis maintenant, je suis en train de terminer un master en gestion du sport à l'Université de Lausanne, que j'espère terminer au mois de juin si tout va bien. Et après, on va se plonger dans la vie professionnelle. Dans la vraie vie professionnelle. La vraie vie, je suis pas forcément d'accord. Non, parce que la vie d'un athlète à votre niveau n'était pas non plus de tout repos, bien évidemment. Alors, on l'aura compris, en cours d'émission, Pierre Oxner vous a déjà propulsé à moyen terme président de la Fédération suisse de judo. Ça, c'est peut-être quand même une bonne nouvelle. Mais avant cela, qu'est-ce que, idéalement, vous verriez évoluer dans quoi suite à ces études? Bon, je crois que ça fait pratiquement 20 ans, 30 ans que je fais du judo, donc j'ai quand même envie d'avoir un pied là-dedans. Et puis après, c'est travailler dans l'administration sportive, que ce soit dans un service des sports d'un canton, d'une ville. Pourquoi pas travailler un petit peu chez Suisse Olympique pour essayer d'y voir un petit peu plus clair avec les structures du sport suisse, parce qu'on critique beaucoup, mais il faut essayer de mettre la main à la pâte pour essayer de changer les choses. Donc ça, c'est des domaines qui m'intéresseraient. Et puis peut-être à moyen terme, mais tout dépendra aussi de mon évolution personnelle et professionnelle. Pourquoi pas une fois travailler au CIO. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une vie bien remplie avec ces études. Ça vous laisse le temps, parce qu'on peut imaginer que quand on a été judoka à votre niveau, ça a été le judo à fond les manettes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le temps de faire d'autres sports, par exemple d'autres activités que vous avez toujours rêvé de faire, mais que vous aviez peut-être pas forcément le temps ni le droit de pratiquer? J'aime fondamentalement le sport. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai étudié le sport. Donc c'est vrai que j'essaye de faire d'autres pratiques sportives pour le plaisir, mais aussi pour essayer de garder la ligne. Donc j'ai fait un petit peu de badminton, squash, tennis, je joue un petit peu au foot. Puis de temps en temps je vais skier, quoi. J'essaye.
Et puis il y a une petite fille là derrière, ça prend du temps. Ça aussi c'est du sport. Comment ça se gère une vie de papa? C'est bien, ça se passe bien? Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de diplôme pour pouvoir savoir comment ça se gère, donc on apprend sur le tas, mais je crois que c'est tout le monde le sait, toute personne qui ont eu des enfants, c'est le plus beau métier du monde. Et c'est vrai que c'est du pur bonheur. On n'a pas parlé, c'est l'occasion peut-être de dire que maintenant les filles sont bien présentes dans le judo. On voulait du reste inviter dans cette émission Juliane Robrat, qui n'a pas pu venir. Autre fille peut-être, future judoka. Une fille qui pratique le judo, c'est quelque chose qui est... pour moi, c'est pas un problème. Après, c'est à elle de voir si elle a envie. Vous allez la pousser ou elle fera ce qu'elle veut? Je pense pas que j'arriverai à faire comme le fait papa avec son fils, parce que moi, je crois que je serais trop investi et je me mêlerais trop de choses qui me regardent pas. Donc, si elle se lance dans le judo, je vais essayer de garder mes distances en ce qui concerne le travail qui est fait sur le tapis. Merci beaucoup en tout cas, Sergueï. Bonne chance à vous dans votre suite de carrière professionnelle, évidemment, on l'aura compris, puis dans votre suite, c'est important aussi, de papa. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique d'avoir été avec nous. Le mois prochain, on parlera juste avant le salon de l'auto d'automobile, justement. À très bientôt. Ciao. Mr. Pickwick's Pub, the best place in town, vous a présenté Generation Champion.